Imaginez-vous ramper dans l'obscurité totale, l'eau glacée montant jusqu'à votre menton, avec seulement quelques centimètres d'air respirable au-dessus de votre tête. Maintenant, imaginez que ce mince filet d'oxygène disparaisse complètement. C'est exactement ce qui s'est passé lors de ces 2 expéditions souterraines qui ont tourné au cauchemar. Préparez-vous à découvrir des histoires qui vont vous glacer le sang. 1er décembre 2011, Illinois. 4 spéléologues chevronnés se retrouvent devant l'entrée d'une grotte isolée, prêts à affronter leur défi le plus périlleux. Chad McCain, le novice du groupe pour ce système particulier. Todd McCartney, 44 ans, le vétéran qui avait déjà exploré ces passages à plusieurs reprises. Ralph Sawyer et Jason Kern complètent cette équipe expérimentée. Leur objectif ? Un passage noyé qui défie les explorateurs depuis des années, un tunnel aquatique où il faut ramper dans une eau glaciale avec le visage collé contre le plafond rocheux. Ce qui rend cette expédition terrifiante, c'est l'espace aérien dérisoire. Seulement 15 à 25 cm entre la surface de l'eau et la roche. Un piège mortel où la panique peut tuer en quelques secondes. McCartney arrive équipé d'une protection supplémentaire contre le froid, une cagoule néoprène par-dessus sa combinaison. Les autres portent un équipement standard, sachant que le froid sera leur ennemi constant. L'équipe pénètre dans le système souterrain et progresse vers le passage noyé. Quand ils atteignent leur objectif, la réalité les frappe de plein fouet. Le tunnel s'étend devant eux, rempli d'une eau sombre et glacée qui reflète leur lampe frontale. Le plafond descend jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un mince espace pour garder la tête hors de l'eau. McCain se porte volontaire pour mener l'exploration en amont, malgré sa relative inexpérience de cette grotte. Dès qu'il entre dans l'eau, le froid le frappe comme un coup de massue. L'eau atteint presque 1,20 m de profondeur, mais le plafond bas l'oblige à ramper dans une position inconfortable. Il tient son casque à la main pour gagner de l'espace, pressant son visage contre la roche. L'espace aérien diminue jusqu'à 15 cm, puis encore moins, jusqu'à ce que McCain rencontre une section où le plafond n'est qu'à 7 cm de la surface. McCain hésite, étudiant le passage et évaluant les risques. C'est à ce moment que McCartney prend une décision fatale. Sa protection supplémentaire contre le froid lui donne confiance pour aller plus loin. Il décide de prendre la tête, laissant son sac avec le groupe pour réduire son profil dans l'eau. Tenant son casque devant lui pour se protéger, McCartney dépasse McCain et continue en amont. L'eau est glaciale, mais son équipement néoprène lui offre une isolation suffisante. Il presse son nez contre le plafond, respirant dans un espace minimal alors qu'il s'enfonce plus profondément en territoire inexploré. La sensation est claustrophobe et terrifiante. McCartney nage littéralement dans un tunnel aquatique avec à peine assez d'air pour respirer. Chaque mouvement doit être délibéré et contrôlé. La panique serait fatale en quelques secondes. McCartney continue sur 12 mètres au-delà du point le plus avancé de McCain, pénétrant en territoire vierge. Le passage serpente avec le plafond variant de 7 à 10 cm au-dessus de la surface. Il est maintenant complètement engagé, trop loin de la sécurité pour faire demi-tour rapidement. Puis le scénario cauchemardesque se déroule. En contournant un virage, McCartney découvre que le passage ne continue pas tout droit. Il plonge brusquement vers le bas. Le plafond qui était à peine gérable à 7 cm chute encore plus bas, tandis que le niveau d'eau reste le même. Dans le virage, il ne reste pratiquement plus d'espace aérien. McCartney se retrouve face à un tube complètement noyé, sans place pour sa tête au-dessus de la surface. Il tente de reculer, mais l'espace confiné rend presque impossible d'inverser rapidement la direction. La panique s'installe quand il réalise qu'il est piégé dans une section inondée sans poche d'air. Ses poumons brûlent alors qu'il retient sa respiration, cherchant désespérément un passage vers l'avant ou l'arrière. Les autres entendent les premiers sons de détresse depuis le virage. McCartney commence à donner des coups de pied et à se débattre dans l'eau, ses mouvements devenant de plus en plus désespérés. Au début, l'équipe pense qu'il a peut-être trouvé une section avec plus d'espace aérien et qu'il traverse un passage difficile. Mais les débattements continuent, devenant plus alarmants. La lumière de McCartney est visible depuis le virage, mais ses mouvements sont clairement ceux de quelqu'un en grave difficulté. Les gestes contrôlés d'un spéléologue expérimenté ont été remplacés par les luttes frénétiques de quelqu'un qui se bat pour sa vie. McCain appelle McCartney, mais il n'y a pas de réponse. Les débattements deviennent plus violents, suivis de périodes de silence inquiétant. McCain remonte le courant aussi vite que possible dans l'espace restreint, appelant son ami. Quand la lumière de McCartney apparaît soudainement, les pires craintes de McCain se confirment. McCartney est clairement en difficulté, ses mouvements incontrôlés et désespérés. Puis McCain regarde avec horreur McCartney passer sous l'eau et ne pas remonter. Quand il refait finalement surface, il flotte face contre le mur, complètement immobile. McCain et Sawyer se précipitent, mais l'espace confiné rend les tentatives de sauvetage incroyablement difficiles.
Dans ce très faible espace aérien avec de l'eau froide et un espace de manœuvre limité, même atteindre McCartney représente un défi. Sawyer, submergé par la situation et l'espace confiné, panique momentanément. Il passe sous l'eau, luttant contre la peur et la claustrophobie qui menacent de faire une autre victime. Quand il remonte dans une petite poche d'air, il a perdu son casque et sa lumière, se coupant le visage sur la paroi rocheuse tranchante. McCain sait que le temps est critique. McCartney est resté sous l'eau pendant de précieuses secondes, et des dommages cérébraux peuvent survenir rapidement sans oxygène. McCain atteint finalement McCartney après environ 45 secondes qui semblent des heures. Il attrape l'homme inconscient et commence à le traîner vers l'aval en direction de Cairn, luttant contre le courant et l'espace confiné. L'endroit le plus proche pour sortir McCartney complètement de l'eau est encore à plus de 180 mètres. McCain trouve une section avec seulement 25 cm d'eau et plus de 30 cm d'espace aérien, suffisant pour commencer un traitement d'urgence. Quand il retourne McCartney, son état est terrifiant. Ses yeux sont vitreux et couverts de boue, ne montrant aucun signe de conscience. McCain commence immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire, travaillant dans des conditions exiguës pour relancer la respiration et le cœur de son ami. Sawyer et Cairn rejoignent l'effort, travaillant ensemble pour maintenir la tête de McCartney hors de l'eau tout en administrant la respiration artificielle. Les minutes qui suivent sont les plus longues de leur vie. Après 2 à 3 minutes qui semblent des heures, McCartney reprend soudainement conscience. Le soulagement est immense, mais ils savent qu'ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Ils le déplacent de 9 mètres supplémentaires vers l'aval, jusqu'à une berge boueuse où il peut s'asseoir et récupérer. Maintenant, ils font face à de nouveaux défis. Ils doivent faire sortir McCartney de la grotte rapidement, mais avec très peu de sources lumineuses restantes. Le voyage de retour est un cauchemar d'endurance et de détermination. Ils doivent naviguer dans un ramping de 91 mètres que les explorateurs surnomment la baignoire parce qu'elle contient de l'eau avec seulement 15 cm d'espace aérien. McCain trouve une solution innovante pour faire passer McCartney à travers ce ramping. Il attache 2 sacs étanches et flottants à sa taille, créant un dispositif de flottaison de fortune. McCartney peut reposer sa tête et sa poitrine sur les sacs pendant que McCain le tire à travers la section. Finalement, 6 heures après être entré dans la grotte et 3 heures et demie après l'accident, les 4 hommes émergent à l'air libre de l'hiver. McCartney est immédiatement emmené à l'hôpital où il passe 4 jours à se remettre de son épreuve.